Bienvenue, fin d'épisode du procès ici service devant la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Après le très attendu verdict de la Cour, la tension aurait chuté d'un cran. Elle qui serait à un point pour le moins critique après réquisition du procureur spécial. 12 ans de prison et 150 millions de francs CFA d'amende pour le président directeur général de ICC Service et des poursuites à l'encontre de l'ancien chef d'État, Thomas Boni. C'était le sévère réquisitoire. Tout un peuple avait retenu en son temps son souffle, surtout à l'idée de la poursuite à l'encontre de l'ancien président Thomas Boni. Finalement, la Cour, dans sa sentence, est passée autre. Alors, l'affaire, en ce point, définitivement classée de fait ou toujours fumante. Et quelle pourrait en être la portée? Le débat, mesdames, messieurs, c'est dans un instant avec un technicien de droit et un acteur politique. Ce sera autour du thème « Affaire ICC Service et poursuite annoncée contre l'ancien président Thomas Boni ». Un dossier fort clos à ma gauche. Pour l'instant, analyse Georges Banabé Gbagbo, agrégé des facultés de droit, ancien doyen de la FADESP. Il est avocat au barreau du Bénin. Georges Banabé Gbagbo, bonjour. Bonjour, monsieur Tangi. Merci de répondre à votre invitation. Merci aussi de l'invitation. Le plaisir est partagé. En face de lui, et je l'annonçais, un acteur politique. Nous recevons aujourd'hui pour vous le secrétaire général adjoint à l'économie numérique du parti FCBE, Laurent Delors-Faton. Laurent Delors-Faton, bonjour. Bonjour, monsieur Joël Tondi. Merci pour la disponibilité. Plaisir renouvelé. Oui, un plaisir toujours partagé par ici. À 150 millions, non, 150 000 victimes au bas mot et plus de 150 milliards de francs CFA spoliés, soit près de 230 millions d'euros. Ainsi, résume-t-on l'affaire à scandale financier, ICC Service, éclaté sous le régime Yahi. Dans son réquisitoire, le procureur spécial de la Cour a plaidé pour la poursuite de l'ancien chef de l'État. Mais le verdict final, on aura décidé autrement. Je me retourne vers d'abord Laurent Delors-Faton. Laurent Delors-Faton, ce verdict, comment l'avez-vous personnellement suivi? Vous savez, que ce soit l'affaire ICC ou bien la création de la Criette, ce sont des événements majeurs dans l'histoire politique du Bénin et dans l'histoire nationale de manière générale, je dirais, parce que ICC a été un grand scandale. Un scandale qui a secoué tout le Bénin et les séquelles continuent à ce jour. Et que cet événement ne peut pas passer inaperçu quand il était question de faire un jugement concernant ce dossier. Et nous savons aussi que quand on parle de la Criette, c'est une cour apolémique, une cour qui ne passe pas inaperçue, une cour qui interpelle plus d'un, une cour qui fait réfléchir tout le monde. C'est que ICC Service, devant la Criette, ça fait deux dossiers qui ne peuvent pas laisser un individu indifférent. En tant que Béninois, d'abord, je ne peux pas être indifférent, mais en tant qu'acteur politique, je ne peux pas aussi ne pas l'être. Parce que la Criette, qu'on le veuille ou pas, moi, mon entendement, c'est un instrument politique aux mains d'un pouvoir en place qui a envie de régler des comptes. Et quand on envoie un dossier pareil devant la Criette, je me dis qu'on ne pouvait rien faire, on ne pouvait s'attendre à rien qu'à de la politique. Et ce qui s'est passé, ce n'est que de la politique, et pure politique. Et si vous concluez comme ça, c'est de la pure politique, on n'a rien fait que de la politique, on a fait de la manipulation de l'opinion publique nationale et internationale, on s'est moqué des spoliés, on s'est moqué de ceux qu'on a voulu défendre, ceux qu'on a voulu, je dirais, ceux à qui on a voulu redonner le bonheur, le sourire. On s'est moqué d'eux et on a pris les moyens de l'État pour s'amuser une fois encore comme on le fait depuis 2016. Parce que, regardez bien, ne vous leurrez pas, on ne trompe pas personne dans ce pays. Nous sommes quand même tous un peu intelligents, même si on n'est pas intelligent, on est intelligent au moins dans ce pays. Un président de la République qui a été candidat à un scrutin en 2016, il était candidat. Il avait un projet de société qu'il a dénommé le Nouveau Départ. Vous ne verrez aucune trace de ce projet de société, aucune trace de société dans ce projet de société. Il n'y a pas de trace. Alors qu'il était au Bénin en 2010, quand le scandale a éclaté. Il a vécu la situation de l'ICC, il connaît bien le dossier avant de se porter candidat à la présidentielle de 2016. Quand il a été élu avec un candidat, Ablé Biachane, qui avait évoqué le dossier dans son projet de société. Et il était dans le gouvernement quand ils ont élaboré le PAG. Le PAG ayant été élaboré, à aucun moment ils n'ont parlé d'ICC dans le PAG. Il n'y a pas une seule virgule qui en ait parlé. Et subitement, à la veille des élections 2019, on nous sort un dossier ICC et
on veut juger. Mais dites-moi, sur quelle base, je dirais matérielle, scientifique et intellectuelle, ou bien sur quel axe stratégique du PRG le dossier de l'ICC est inscrit? Dans quel compartiment du PRG a-t-on prévu de rembourser les spoliés de l'ICC? 150 milliards de francs CFA. À aucun moment on en a parlé avant d'être candidat. Après être candidat et après être élu, on n'a pas parlé. Et on le sort. Quand on le sort... Avant de retourner vers le technicien de droit, parce que oui, c'est même le lieu de l'émission du jour, comprendre vraiment la démarche du procureur spécial, sa finalité, elle est bien fondée, pourquoi pas. Mais avant de retourner vers le technicien de droit, Faton dit c'est beaucoup, et sort beaucoup d'éléments, et il faut quand même lui demander. J'imagine que vous, téléspectateurs, avez envie de lui poser la question. J'essaie de lire au travers. Alors, Faton, mais je vois le politique en train de parler là. Est-ce que parce que le chef de l'État n'a jamais parlé de ICC Service, un dossier, comme vous le dites, si important pour la République, qu'il faut lui faire aujourd'hui le procès d'avoir sorti ce dossier pour la manifestation de la vérité? Vous savez, la démocratie a des bases. Et les bases démocratiques sont bien connues. Dans un système démocratique, on ne juge les dirigeants qu'à l'aune de ce qu'ils ont prévu de faire. Il a prévu de réaliser le PRG. Dans le PRG, il savait le scandale qui existait et qui a décimé des gens, comme on le dit souvent. Il savait qu'il y avait 150 milliards de Béninois qui ont été dilapidés par un groupe d'arnaqueurs, d'escrocs reconnus qui n'avaient que trouvé une faille dans un système national de microcrédit et de financement, qui ont profité de la naïveté du peuple béninois. Il le savait avant d'être candidat. S'il n'en a pas parlé, ça veut dire que ça ne l'a jamais préoccupé. Ça n'a jamais été son problème de rembourser les spoliés. Il se fout pas mal de ce qui s'est passé, de ce que... Pas forcément. Non, de ce qu'elle doté ici. Et quand il a fait le PRG, oui, pourquoi dans l'inscription, dans les lignes, parce qu'il y a les grands axes du PRG que nous connaissons, pourquoi à aucun moment, si le boulot des Béninois, des spoliés, lui tenait tant à cœur, il a passé 6 mois avant de réaliser le PRG, avant de concevoir le PRG, 6 mois. Il a été élu en avril, c'est en décembre que le PRG est sorti. Pourquoi n'a-t-il pas eu, je dirais, l'ingéniosité dites et mettre au moins une virgule, mais ABT est là, vous reconnaissez que vous parlez quand même d'un être humain donc qui a ses limites, mais il n'y a pas de limite, en la matière quand il s'agit de gouvernance, parce que l'État béninois lui a remis tous les moyens nécessaires pour pouvoir réaliser son PRG. On lui a remis les moyens nécessaires pour concevoir le PRG en 6 mois. Ça veut dire que si après 3 ans, un dossier sort de nulle part, d'abord, ça relève d'une incongruité, parce qu'on ne peut pas se moquer d'un peuple et d'une population dans laquelle il y a quand même des élites. On ne peut pas se moquer de nous parce que quand un président est élu, il est élu sur un programme d'action. Et le programme d'action sur lequel il est élu, à aucun moment on en a parlé. Si subitement il le sort, ça veut dire que c'est la diversion. Il n'a fait que de la diversion, de la politique pure. Mais vous avez constaté à la fin que comme on a constaté que les effets escomptés n'ont pas été atteints, on a fini par subitement connaître une chute au dossier. Et vous avez vu, au début, il y avait une forme de médiatisation dossier. Mais progressivement, la médiation a commencé par chuter parce que l'effet voulu, on ne l'a pas eu. Et le procureur, comme l'avait dit dans votre émission, le maître Kapatita, il a parlé un peu de trop. Non, on y revient, mais quand vous tenez ces propos, est-ce que vous-même, vous n'exagérez pas? Quand on a entendu de ces acteurs politiques dire les spoliés n'auront rien du tout, alors à la fin du procès, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose de prévu. Ils n'auront une fois encore rien. Qu'ils ne se fassent pas berner par un régime dont nous connaissons... Qu'ils ne se fassent pas berner par un régime dont nous connaissons les atouts et les tentacules. Ce n'est qu'on est à 3 mois des élections législatives et on sait qu'on ne peut pas rembourser les spoliés avant les 3 mois. Et on aura fait le scrutin. Une fois le scrutin fait, ils n'auront rien. Parce que contrairement au passé, où on disait au Bénin que les engagements politiques n'engagent que... Les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient aujourd'hui, ce sont les programmes de gouvernement qui n'engagent que ceux qui y croient. C'est malheureusement ce à quoi nous assistons depuis 2016 au Bénin. Le régime dit qu'il va faire ci et le proclame partout, mais au lendemain, on ne voit rien. Ce n'est pas la première fois. Il y a déjà eu beaucoup d'actions qui n'ont pas été suivies. Il y a des promesses qui n'ont pas été suivies d'effets. Il y a eu des actions stratégiques déclinées qui n'ont pas été suivies d'effets. Ce n'est pas un procès qu'un procureur aura. Ce n'est pas le procès. Ne vous empêche pas de voir la justesse des actions. Ce n'est pas fait de politique. Bon, je reviens. Quand un escroc, excusez-moi, je vais finir. Quand un escroc a été le coupable numéro 1 de 150 milliards de spoliés et qu'on lui demande de payer 150 millions, dites-moi par quel mécanisme on va retrouver les ressources pour le faire. Parce qu'on sait
On les a vus de manière arrogante dépenser l'argent des Béninois. Ils l'ont dépensé, dilapidé dans ce pays. Ce sont eux qui ont dilapidé l'argent. Ils doivent rembourser l'argent. Si on ne les attaque pas pour rembourser l'argent, il faut qu'on nous dise là où on va trouver l'argent. Mais je sais une chose, le budget 2019 n'a pas prévu une ligne pour le ICC. Qu'on nous dise dans tel budget, on va trouver la ligne pour payer les spoliés, parce que quand on doit rassembler ce qu'on a, on doit rassembler au cours de ce procès, on n'en va pas atteindre 2 milliards. Merci Faton. Certes, l'État est une continuité, mais là, le gouvernement pense que l'affaire a bien des responsables et les concernés vont devoir répondre. Fin d'épisode pour le procès devant la Criette, mais fin d'un grand dossier qui engage la vie de toute une nation. Sans doute pas, mesdames, messieurs. Nous allons nous retourner vers le technicien pour mieux apprécier. Mais avant de répondre à cette grosse interrogation, dites, M. Bago, vous avez suivi et le verdict et la procédure dans son entièreté. Quelles ont été vos impressions de fin de procès? Merci, M. Yetonji. Je ne serai pas aussi péremptoire que M. Faton. Je crois que la Criette, pour peut-être une première fois, a essayé de nous faire croire que le droit, n'est-ce pas, que c'est un procès judiciaire, un procès juridique où le droit, n'est-ce pas, était invité. Mais c'est vrai que déjà dès le début, et on le savait parce qu'on le disait sur cette chaîne, que celui qui était visé, c'était d'abord l'ancien chef de l'État. C'était lui qui était visé. Et dès le début, on a vu, vous savez, lorsque vous entendez les questions d'ailleurs, que ce soit le président, que ce soit le procureur spécial, posait aux témoins, aux sachants, et on voyait déjà une certaine subjectivité. Lorsque quelqu'un vient dire, ah, le promoteur, c'est par exemple Yahi Boni, le promoteur, c'est Yahi Boni et comment il s'appelle? Non, c'est Yahi Boni et Koupaki. Lorsque quelqu'un vient dire ça, ben, on ne se dit même pas, il n'y a même pas de pincette. Hein. On prend ça tout de suite et on commence pas à travailler avec. Les avocats aussi, vous savez, certains avocats étaient là pour ci ou ça. Et ces questions également, n'est-ce pas, sont posées comme si on était, je ne sais pas, comme si ce n'était pas le droit, c'était la politique. C'est vrai que c'est un procès qui a été politisé dès le début et on voyait carrément où est-ce que ça allait. Bon, à un moment donné, c'est vrai, peut-être que, bon, vu les réponses, vu la manière en tout cas les choses se passaient, nous avons écouté par exemple l'ancienne Madame Lawson. L'agent judiciaire du Trésor. Voilà, nous l'avons écoutée et à partir de cet instant, les choses ont commencé par tourner, même si de temps en temps, elle aussi, on l'a bassinée, mais elle était quand même sur une certaine lancée. Lorsqu'on lui posait la question, alors, est-ce que le chef de l'État, l'ancien chef de l'État n'est pas responsable? Elle dit, ah non, écoutez, c'est le contraire. Il a tout fait pour que les choses, n'est-ce pas, entrent en ligne, enfin, les choses aient une bonne fin. Elle a tout fait pour cela. Alors là, ça commence par dire ça, effectivement, les questions devenaient moins aiguës. Mais lorsque l'autre vient pour dire, ah oui, les promoteurs, c'est ceci et cela, c'est Yahi Boni et Koupaki, tout de suite, on prend ça en charge et on commence par établir toutes les questions, n'est-ce pas, tout l'argumentaire sur cela. Alors, à vrai dire, et je crois bien qu'il faut le dire, ils ne sont pas promoteurs de ICC Service. Que ce soit Yahi Boni ou Koupaki ou Zinokwe ou autres, ne sont pas promoteurs. C'est-à-dire que je crois bien qu'ils ont voulu régler le problème. Ils ont voulu trouver des solutions au problème. Et à la fin, on dit qu'ils ont fragilisé l'État, etc. Ils ont fragilisé l'État ou bien ils ont incité les citoyens à aller déposer massivement à ICC. Je crois que ça, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi parce qu'on ne peut pas dire que vous qui êtes là, je ne sais pas, M. Faton, M. Yetonji, je ne sais pas si vous avez été incité, vous, à aller déposer de l'argent à ICC. En tout cas, moi, non. J'ai beau voir les images, ça ne m'a pas du tout encouragé ou incité à aller déposer de l'argent à ICC. Donc, dire que c'est le chef de l'État, l'ancien chef de l'État ou les anciens ministres qui ont fait ceci, cela, je crois que c'était trop. C'est l'aspect politique du procès ICC qu'il faut condamner, qu'il faut dire non, nous sommes dans un procès judiciaire, il faut rester judiciaire jusqu'au bout. Et ce qui est triste encore, c'est qu'à la fin,
dans sa réquisition, et Maître Kato a raison de dire que le procureur spécial est allé un peu trop loin. Elle est allée, c'est-à-dire on lui a laissé tellement de liberté qu'il peut dire tout ce qu'il veut. Certainement que dans un cercle peut-être restreint, ils se sont dit, bon, voilà ce qu'on va faire, voilà la tendance que nous allons prendre, il va falloir mettre Yaye Boni, il va falloir le poursuivre, le mettre en accusation. Mais ça, c'est les députés, c'est l'affaire des députés, c'est l'affaire de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas l'affaire du procureur spécial. C'est lorsque les 2/3 des députés auront voté pour la mise en accusation ou la mise en poursuite, la décision de poursuite ou la décision de mise en accusation du chef de l'État et des ministres. Ce n'est qu'à ce moment que le procureur général, comme l'a dit M. Kato Atita, que le procureur général intervient et non le procureur spécial. À moins qu'encore une fois le procureur spécial se prenne pour un procureur général, ce qui n'est pas le cas. Voilà, je crois qu'effectivement, dans ce cas... Quand on suit ces faits, est-ce que cela autorise toujours à parler d'un procès qui a beaucoup plus pris l'allure du politique que du judiciaire, ou considérer cela comme des accidents de parcours? Non, ce n'est pas un accident de parcours. Je crois que tout cela avait été déjà prémédité. Mais ça peut-être à un moment donné échappé, puisqu'il y avait des avocats qui posaient des questions, il y avait également des témoins, des sachants qui répondaient. Et selon leurs réponses, on est obligé de les conduire, n'est-ce pas, par la main vers le judiciaire. Donc on a peut-être voulu commencer par le politique, très politisé au début, mais petit à petit, ça a commencé par échapper au président de la Criette et à son procureur spécial, et ils ont été obligés parfois de reconnaître que effectivement l'aspect judiciaire devait primer sur l'aspect politique. Alors le verdict final, beaucoup retenaient le souffle pour savoir un peu ce qui adviendrait, surtout en ce point relatif à la poursuite du chef de l'État. La suite, c'est ce qu'on a connu. Mais pour autant, est-ce qu'on peut dire que ce point reste un point définitivement rangé au placard? Ah, moi, non, je dirais que c'est pas une affaire qui est fort close. Elle est pas fort, c'est pas fort clos. Je crois que si le procureur spécial a sorti cela, c'est parce que, encore j'insiste, dans un cercle certainement restreint, ils en avaient parlé. Alors donc, il faut quand même soulever ça pour voir un peu l'opinion publique. Comment est-ce que l'opinion publique réagit à cela? Si l'opinion publique ne dit rien. Avec Bago, oui, il arrive vraiment aux hommes de droit, oui, en posant leur pignon, oui, de vouloir chercher à prendre le pouls de la population avant d'agir. Bien sûr, les hommes politiques, ça c'est clair. Alors lorsque le juriste est au service, et ça c'est la Criette, lorsque le juriste est au service du politique, vous comprenez qu'il ne peut que suivre aveuglément, sans indépendance. C'est ce qu'on nous reproche à la Criette. Il n'y a pas... Et même, je suis sûr qu'il y a beaucoup de magistrats qui ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent pas le dire. Mais nous, on est obligés de le dire, parce que non seulement nous sommes les proches, mais nous disons que bon, il y a une certaine immunité de la robe qui fait que ce qui nous protège, nous pouvons le dire. Donc, ce procès, en fait, était censé être un procès politique dès le départ. Ce n'est pas pour rien je crois que M. Faton a bien mis l'accent là-dessus, ce n'est pas pour rien qu'on a mis ça à quelques mois des élections législatives et que, bon, on n'a même pas hésité. D'abord, il faut dire quelque chose. Cette affaire était déjà aux assises plusieurs fois, au moins 2 fois, je crois. C'était même devant la Cour constitutionnelle. Il y a eu des recours devant la Cour constitutionnelle. Donc, c'est un débat qui a été judiciarisé. Mais on n'a pas voulu continuer sur le terrain judiciaire. On a préféré le terrain politique. C'est pour ça qu'on a évacué la Cour d'assises et évidemment, on a créé dans la foulée la Criette. Et il fallait que la Criette prenne la relève de la Cour d'assises. Parce que la Cour d'assises est très judiciaire, est très technique, alors que la Criette, bon, ma foi, pour l'instant en tout cas, ce qu'elle nous montre, ce n'est pas encore tout à fait cela. Alors, si les hypothèses sont fondées, on tient compte des échéances en vue, si tout a été joué politiquement, cela signifie qu'il pourrait y avoir encore d'autres dés de sortie, puisque les élections sont toujours là. Oui, moi je crois que c'est en ça que je dis qu'il faut faire très attention. Lorsqu'à la conférence nationale, Monseigneur Isidore de Souza disait qu'il ne faudrait pas qu'une goutte de sang n'éclabousse notre pays,
Je crois que c'est ça la sagesse. Et que cette sagesse-là a manqué au procureur spécial. Est-ce à cause de son âge? Peut-être. Parce que je vois qu'il est très jeune. Et ce poste-là, quand vous prenez la CREI au Sénégal, par exemple, mais ces postes-là ne sont pas occupés par des jeunes. C'est des gens qui sont à la fin de leur parcours professionnel. Eh bien, vous manquez sans cesse de dire à la jeunesse, vous aussi, vous le répétez à des occasions d'année, je vous ai suivi plus d'une fois, oui. Vous en bien la valeur d'un tampon le nombre des années. Est-ce que ça ne s'applique pas là? Oui, l'expérience, vous savez, la fougue de ce procureur spécial, il est trop fougueux. Alors que s'il avait peut-être dans 20 ans, certainement qu'il ne réagirait pas de la même façon. Parce que ce qu'il dit est grave. Ce qu'il dit est très grave. Il ne faudrait pas amener notre pays vers des versants que nous allons regretter après. Il faut la paix dans ce Bénin. Et ces propos n'amènent pas la paix. Ces propos de vouloir poursuivre le président de la République, les ministres, ses ministres, ses anciens ministres, le fait. Pourquoi encore? Pourquoi? Pour l'affaire CC, qui n'est même pas une affaire d'État. C'est une affaire d'individu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, M. Yetondi. Est-ce que vous avez déposé à ICC? Est-ce que M. Faton a déposé? En tout cas, moi, je répète, je n'ai pas déposé. Ceux qui disent que c'est une affaire d'État se trompent. Qu'est-ce qui qu'aurait-il fallu pour qu'on qualifie cette affaire d'affaire d'État? Mais ce n'est pas une affaire d'État, c'est une affaire privée, entre privés. D'ailleurs, s'ils ont commencé en 2006, et ce n'est qu'en 2010 que les choses ont commencé par éclater, ça veut dire effectivement que l'État n'y est pour rien. Si l'État y était pour quelque chose, l'État aurait tout fait pour que en 2010, on n'y ait pas de crise, que ça continuait, etc. Donc, ce n'est pas une affaire d'État, c'est une affaire d'individu. Et moi, je suis content d'ailleurs qu'on lui a donné 10 ans. Et je le dis parce que je trouvais même que c'était un peu trop. Je ne sais pas si je vais dans le sens de M. Faton ou bien de politiciens. Non, moi, la vérité, elle est là. C'est que c'est des gens qui, à un moment donné, ont essayé, n'est-ce pas, pas d'amadouer le peuple, ni d'escroquer en tant que tel. Ils ont posé, n'est-ce pas, leurs affaires, leurs activités. Mais les gens se sont engouffrés. Mais ça a mal terminé. Certains ont peut-être bénéficié, certains ont bénéficié, d'autres non. Alors, où est-ce que l'État, quel rôle joue l'État là-dedans? Où est l'affaire d'État là? Ceux qui avaient bénéficié, est-ce que c'est l'État qui a bénéficié? Je ne crois pas. Alors, lorsqu'il y a perte, on ne peut pas dire que voilà, c'est l'État qui est responsable d'avoir incité les gens, etc., etc. Non. Si, à un moment donné, on a vu les gens à la télévision avec le chef de l'État, bon, évidemment, le chef de l'État, lui, c'est la pauvreté, c'est la lutte contre la pauvreté, etc. Donc, il a peut-être cru, lui aussi, à un moment donné, que les gens allaient endiguer la pauvreté et que les gens étaient aussi... Donc, il s'est engagé là-dedans. On peut lui reprocher peut-être cela. On peut lui reprocher une certaine naïveté, peut-être, une certaine façon de vouloir développer son pays plus vite, peut-être, que les choses ne demandent. Là, ce n'est pas suffisant pour qualifier le dossier d'État. Ce n'est pas un dossier d'État. Le chef de l'État, Thomas Bouni-Yahi, continue de faire parler de lui, et parlant de ce dossier, peut-être pour longtemps encore, de leur Faton. Mais au lendemain de cette affaire, plus que jamais, on voit le chef de l'État très en jambes. Et certains disent carrément que ça, c'est plus qu'une provocation. Au-delà d'une affaire qui aurait pu conduire là où personne ne veut se retrouver, en tout cas, le grand nombre de Béninois n'en veulent pas. Le chef de l'État n'aurait-il pas été plus sage de faire aussi profil bas? Ces sorties, pour certains, commencent par être de trop. Comment vous, en tant que citoyen, vous observez tout ceci? Et ensuite, en tant qu'homme politique? Vous savez, vous posez tout à l'heure une question au professeur Baglo, à savoir si on en a fini avec le dossier. Oui. Je pense qu'il faut toujours être éveillé. Avec ce régime en place, avec cette criette, avec cette manière de faire les choses depuis quelques mois. Que personne ne soit sûr de la fin ou non de ce dossier. C'est une intrigue dans laquelle nous sommes. Il se peut que du jour au lendemain, après-demain, qu'il rouvre une autre page pour revenir sur le même dossier. Parce qu'il y a une tentation, il y a une volonté de nuire ou bien une volonté de gagner une élection, pas toutes les manières qu'il faut. S'il faut détruire les bas de quelqu'un ou pas, et que personne ne peut nous dire si c'est fini ou c'est pas fini. Comme c'est une cour spéciale, qui a toujours eu des positions spéciales, il faut que le peuple béninois, que chacun de nous soit éveillé, pour qu'on ne nous conduise pas là où a dit le professeur Bagou,
qu'aucun bain ne coule et ne nous emporte dans les flots, comme l'avait dit l'ancien Monseigneur de Souza. Mais quant au chef de l'État, Boni Yayi, vous savez... avant de répondre à Boni Yayi, vous ouvrez une parenthèse. J'allais poser la question à Gbagbo, mais je la réserve pour après. Mais quand les Béninois évoquent cette page, on interpelle, on veut interpeller un chef de l'État, et on dit qu'aucun bain de sang ne nous accroche. Mais c'est quoi le lien, bain de sang et interpellation chef d'État? On a vu d'autres chefs d'État interpellés. Récemment, vous avez vu l'Afrique du Sud. Jacob Zuma a interpellé, même pas les siens qui ont encouragé la démarche. Pourquoi les Béninois sont-ils si frileux quand on évoque cette question? Je n'étais jamais partisan de la non-punition, de l'impunité du moins. Je pense que si quelqu'un a commis un crime qui s'est avéré, il faut qu'on le poursuive dans la forme, avec la manière. S'il s'avérait un jour qu'un chef de l'État ait commis des impairs, ait commis un crime, ait été coupable de corruption, qu'on suive la procédure prescrite par les tests en République du Bénin et qu'on le traduise devant la justice, normalement. Mais qu'on ne fasse pas ce qu'on est en train de faire. Si les gens parlent, c'est parce qu'aujourd'hui, on a créé un climat d'insécurité, un climat d'instabilité, du flou total où personne ne sait ce qu'on fait. Aujourd'hui, on ne suit plus les tests. Si par exemple, on nous disait que par rapport à un dossier de corruption, Boni Yayi devait traduire devant la haute justice et qu'on introduit une requête normalement à l'Assemblée contre la procédure, je pense que personne ne parlerait. Mais aujourd'hui, on fait des cas d'exception. C'est de ça qu'il est question normalement. Mais dans un temps normal, je suis partisan qu'on punisse tout individu, qu'il soit chef de l'État ou simple citoyen, qui ait commis des infractions, qu'on le punisse, mais en suivant la procédure prévue par nos tests en République du Bénin. C'est mon point de vue personnel. Et je l'assume entièrement. Votre point de vue personnel, Gbagbo, avant qu'il ne parle de l'attitude politique, de l'acteur politique, même si l'homme a annoncé devenir pasteur au lendemain de la passation de charge, ce qu'il ne fait pas encore. Oui, Gbagbo, le problème qui se pose, est-ce vraiment un problème de test qui rend les Béninois frileux ou une certaine réticence à voir la manifestation de la vérité? Non, je crois que c'est ça le sujet, tandis qu'on a un sentiment d'injustice. Un grand sentiment d'injustice dans ce pays. Alors, je prends un exemple tout simple. Je prends l'affaire de Adjavan Sébastien. Mais on a vu comment est-ce que ce dossier a été conduit. Mais c'est une injustice, mais on n'en parle pas. C'est vrai que tout le monde a peur, certainement. Mais c'est une grande injustice. Mais le gars qui arrive troisième, qui vous donne toutes ses voix, et 6 mois après, on trouve de la drogue dans ces conteneurs. Et vous croyez que c'est quelque chose de normal? Et on l'envoie, on a déjà jugé, on rejuge encore, on l'envoie 20 ans en prison. Mais il y a un sentiment d'injustice qui est dans ce pays. Ça là, il faut le dire. Alors si ajouté à cela, il faut encore prendre Yayi Boni. Et si on le prend, c'est sûr que ça va être la même chose. On va essayer de lui donner aussi 20 ans, etc., etc. Et donc, ce sentiment d'injustice fait que beaucoup de gens qui ne parlent peut-être pas, mais certains à qui vous donnez la parole, peuvent le dire. Nous pouvons être la voix de ceux qui ne peuvent pas parler. C'est un grand sentiment d'injustice que nous ressentons dans ce pays. Et c'est pour cela que tout le monde, Yayi Boni sort, tout le monde court derrière lui. Alors qu'il y a à peine 3 ans, tout le monde le décriait, etc., etc. Donc, voyez-vous, c'est ça, c'est cela. Alors, il y a à peine 3 ans, c'est vrai, tout le monde le décriait. Aujourd'hui, on le réclame à corps et à cri. En plein jour, on en voit qui tiennent des lampes en main, cherchant Yayi Boni, alors que ce n'est pas une pierre de perdu. De leur façon, est-ce pour autant le chef va se permettre tous ces bains de foule à longueur de journée? Il paraît que ça déstabilise la République. Et j'imagine que vous avez le retour aussi. Ça ne permet pas à ceux qui ont les gouvernails en main pour faire le travail, de travailler en toute quiétude. Étant membre du bureau national FCBE, je vais faire une précision. Il faut séparer la personnalité de Boni Yayi des FCBE par rapport à ses sorties. Oui. Yayi Boni ne sort pas souvent un agenda des FCBE. C'est pas que les FCBE ont fait un agenda qu'ils ont remis à Boni Yayi et il exécute l'agenda. Non. Il exécute son agenda personnel en tant qu'individu, en tant qu'ancien chef de l'État. Et en tant qu'individu, en tant qu'ancien chef de l'État, personne ne peut l'empêcher de circuler dans le Bénin. Il est un citoyen lambda comme tout le monde aujourd'hui. Et s'il décide de sortir, que les gens sont curieux d'aller le voir, parce que hier, ils l'ont décrit aujourd'hui, il leur paraît comme un messie, ça fait leur affaire.
Ce n'est pas l'affaire pas mon affaire. Ce n'est pas l'affaire de quelqu'un. Mais si quelqu'un a l'insomnie parce qu'il y a Yahya sort et que les gens accourent vers lui, c'est lui qui a un problème. Parce qu'il ne faut pas qu'on se fasse de l'illusion. Yahya la dernière fois, était à la Ouida. À une situation, on a perdu une personnalité de ce pays. Madame Agassi est une personnalité de ce pays. Et que n'importe qui ayant le bon sens et l'ayant connu pourrait aller à sa rencontre. Mais il est à son enterrement. Il a fait juste un pas de citoyen, un pas d'amitié envers le professeur Agassi. La population a entendu qu'il venait et a accouru pour aller le voir. Ça, c'est un phénomène aujourd'hui qu'il faut analyser avec beaucoup de pincettes. Ah bon? Parce que cette situation devient un phénomène. Un individu qui n'est pas chef de l'État, qui n'a pas les attributs de la République et qui sort et qui attire plus qu'un chef de l'État, ça veut dire qu'il faut analyser le phénomène pour dire mais à quoi assistons-nous? Pourquoi le peuple qui devrait se tourner vers son chef de l'État se tourne désormais vers un ancien chef de l'État? Pourquoi le peuple qui devait avoir la confiance, l'espoir, l'assurance à travers celui qu'il a élu ne l'a plus et le retrouve à travers celui qu'il a combattu? Ça veut dire que le problème se pose quelque part. Et il faut que les spécialistes qui entourent, il faut que ceux qui entourent, ceux qui ne donnent pas, leur fassent le diagnostic nécessaire pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui ne marche pas à leur niveau, pour que le peuple qui devrait être rassuré par eux se trouve être rassuré par un autre individu qui est hors jeu. Toute la question est là. Mais nous, en tant qu'acteurs politiques, ça nous fait réfléchir et en même temps, ça nous donne de l'espoir. Ah bon? L'espoir en quoi? Pour dire quand même que ce que nous disons depuis 2 ans et demi, 3 ans pratiquement, est vrai. Parce que depuis 2 ans, nous disons que vous nous conduisez dans le mur. Le peuple ne se sent pas concerné. Le peuple de jour en jour se sent délaissé. Le peuple perd espoir et se déboussole. Mais ça se confirme que le peuple se déboussole de jour en jour. Ça confirme que nous avions raison hier quand nous parlions pour dire arrêtez cette manière forcée et arrogante de gouvernance que vous avez parce que ça nous conduit dans le décor. Un peuple élu chef de l'État pour qu'il le rassure, le conduise progressivement vers le développement. Je n'ai pas dit brutalement, progressivement vers le développement avec ce consentement. On ne fait pas le bonheur de quelqu'un contre sa volonté. Mais nous avons assisté à un régime qui est réformiste, qui pense qu'il peut tout faire de sa propre intelligence, que personne ne peut les conseiller, que c'est sans personne. Aujourd'hui, le résultat est là. Et ils se font de Yahya Boni un phénomène difficile à analyser, à maîtriser. Parce que personne ne peut empêcher Yahya Boni de sortir de chez lui. Il est citoyen, l'homme d'art, il ne peut pas dormir, il n'est pas en prison. Et quand on parle d'empêcher de sortir de chez lui, personne ne peut aussi aujourd'hui empêcher la population béninoise de sortir une fois qu'il sort. Ça veut dire que la grande question aujourd'hui, c'est au niveau de la gouvernance actuelle. Que font-ils pour que désormais, quand le chef sort, c'est vers lui que le peuple accourt et non vers Boni Yayi? Mais pourquoi le chef aussi ne sort-il pas? On ne lit pas un chef qui s'enferme dans les 4 murs. Depuis 2016, que le chef d'État est sorti une fois pour aller dans le nord, il n'y est plus jamais retourné. Je n'ai jamais vu le chef de l'État, en dehors de certaines situations extrêmes, aller dans le plateau. Il n'est jamais allé dans le monocoufo. De leur façon, on est là pour rappeler à la mémoire ce qui est. Et le chef de l'État l'a martelé, la gouvernance spectacle, il n'en veut pas. Il est question de poser des actes. Donc c'est une option personnelle, mais aussi de conviction. Il envoie ses émissaires sur le terrain. Chacun a été mandaté pour accomplir une mission bien spécifique et il essaie de suivre de près ce que chacun fait. Mais pas question de se donner personnellement en spectacle. On ne va pas lui en vouloir pour ça. Monsieur Etonji, oui. On n'est pas chef dans un système démocratique pour s'enfermer. On ne va pas inventer la roue au Bénin. Ce n'est pas nous qui avons inventé la démocratie. On ne va pas la réinventer au Bénin. Elle existe bien avant nous. Et nous l'avons seulement copiée. Nous essayons de la contextualiser dans notre pays, partout dans le monde entier. Vous ne verrez aucun chef de l'État enfermé dans les 4 murs. Ça n'existe pas. Bon, enfermé, c'est votre regard. Oui, vous suivez aussi, c'est le technicien qu'on a invité pour parler de sujets spécifiques, mais il y a un phénomène qui n'échappe à personne et qu'on va, avec vous, essayer d'analyser sur le plan de droit. Il s'agit de ces sorties du chef de l'État. On le voit presque tout le temps. De leur façon à essayer de nous faire une certaine précision. Il ne faut pas oublier qu'il reste le citoyen ordinaire, même s'il est de par le passé chef de l'État. Mais dans un contexte qu'on connaît un peu trop tendu, est-ce que juridiquement, on peut concevoir la chose comme telle? Que le chef, en tant que citoyen, sort et ça s'arrête là, ou on peut faire toute autre lecture de ces sorties qui, pour certains, deviennent plus qu'agaçantes. Oui, monsieur Gitonji, ça dépend de quel côté on se trouve.
Monsieur Faton, il est du côté côté, je dirais, à droite. Hein? Et c'est normal qu'il voit ça de cette façon-là. Mais bon, écoutez, tant qu'il n'y a pas... Moi, je crois qu'il n'y a pas de tests qui interdisent que l'ancien chef de l'État sorte et qu'il y ait des gens derrière lui. Est-ce qu'il y a un trouble à l'ordre public? Je ne crois pas. S'il y avait trouble à l'ordre public, je crois qu'il y a longtemps que les gens comme Toboula l'auraient déjà appréhendé ou en tout cas auraient interdit à ce que la population manifeste derrière l'ancien chef de l'État. Donc il n'y a pas de test. En tout cas, jusqu'ici, on peut prendre peut-être un arrêté demain. On ne sait pas. En tout cas, on peut prendre un acte administratif pour pouvoir interdire au chef de l'État de sortir. Peut-être que c'est possible. Peut-être que nous acheminons vers... Oui, mais si les gens trouvent si on trouve qu'il y a un trouble... Parlons sérieux. Oui. Dans un État démocratique, c'est possible. Oui, si on trouve qu'il y a un trouble. Mais jusque-là, il n'y a pas de trouble. S'il va au terrain faire son jogging, et puis il y a quelques personnes qui le suivent, bon, il n'y a pas de souci. Si, je ne sais pas, s'il va à Ouida pour un enterrement que les gens le suivent, on ne peut pas dire que c'est un truc qui était prémédité. Non, je crois que c'est un mouvement spontané des foules. Et on ne peut pas aller en guerre contre tout ce qui naît et grandit au sein du peuple. C'est le peuple qui a voulu cela. Maintenant, attendons qu'il y ait un problème, attendons qu'il y ait un trouble à l'ordre public, attendons que peut-être le mouvement devienne difficile à contrôler. Peut-être à ce niveau-là, on pourra peut-être mettre des balises. Mais pour l'instant, je crois que c'est pas un mouvement, apparemment, c'est pas un mouvement qui est prémédité. C'est un mouvement qui est, ma foi, qui est spontané. Et les gens le suivent, ne peuvent rien. Et c'est fait spontané. Est-ce que l'autorité devrait s'en préoccuper outre mesure pour ce qu'on voit actuellement? Mais, écoutez, pour l'instant, l'autorité n'a rien dit. Apparemment, l'autorité ne dit rien. Elle regarde. Mais maintenant, est-ce que ça va être comme ça jusqu'en avril 2019, pardon? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'on le laisse aller jusqu'en avril 2019. On verra très bien. Je ne veux pas être oiseau de mauvaise augure, mais j'ai bien l'impression qu'on ne va pas trop laisser faire. À un moment donné, on trouvera une solution, soit une décision de poursuite, une décision de mise en accusation à l'Assemblée nationale. Et puis là, on va le faire calmer. Ou autre chose. On peut trouver autre chose. On peut interdire désormais qu'il ne sorte, etc. On peut le mettre... n'est-ce pas? Mais pour le Bénin d'aujourd'hui et celui de Rebien dont on rêve, est-ce qu'il faut s'attarder sur ce phénomène ou carrément passer à autre chose? Moi, je crois qu'il faut passer à autre chose. D'ailleurs, on voit que de l'autre côté, les gens ne sont pas... enfin, même si, M. Faton le disait, il empêche certains de dormir. En tout cas, nous, on n'est pas dans leur lit, on ne sait pas comment ça se passe. Certainement qu'ils dorment, certainement qu'ils ne dorment pas, mais de toute façon, on ne voit pas de réaction de l'autre en face. Donc, disons que bon, tant mieux que les choses aillent. Mais ce que moi je dis, je mets l'accent sur la pacification. Il faudrait que le Bénin, on laisse le Bénin dans l'état où on l'a trouvé. C'est-à-dire dans l'état où, en 90, ceux qui ont initié la conférence nationale ont tout fait pour que nous n'allions pas vers des lendemains sanglants et autres, comme on le voit un peu partout, d'ailleurs, en Afrique. Il faudrait que nous soyons tous cette lancée-là. Quoi qu'il en soit, que ce soit procureur spécial, que ce soit chef de l'État, que ce soit n'importe qui ministre ou quoi, il faudrait toujours penser laisser ce pays dans l'état où on l'a trouvé, c'est-à-dire la paix. Je crois que c'est ça qu'il faut plaider, qui peuvent entraîner des choses qu'on ne contrôlera pas. Il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Il faudrait que tout ce que nous faisons, nous puissions contrôler. Et c'est d'ailleurs heureux que le chef de l'État actuel ne dise rien. Voit ces mouvements-là, et pour l'instant en tout cas, ne condamne pas cela, ne prenne pas de mesures, etc. Mais il ne faudrait pas que ces mesures arrivent. Ah bon? Si elles arrivent... Quand le technicien de droit en arrive à parler paix et répéter paix, ça dit que la situation est si critique que ça au Bénin. Ça pourrait le devenir. Parce que tous ceux qui sont derrière... Vous savez, d'ailleurs, même avant ça, il y a eu quelques sortes de rébellions en temps, où nous avons vu des gens qui se sont levés pour dire que si jamais on touchait à Yaya Boni, ils vont faire ceci, ils vont cela. Alors, voyez, il faut éviter ces choses-là. Il faut qu'on n'en arrive pas là. Bon, évidemment, que le gars soit parti au Nigeria ou je ne sais où, mais il faut qu'on n'en arrive pas là du tout, d'ailleurs. Même pas que les gens aient l'idée de ces choses-là.
On voit dans les autres pays, les pays que nous imitons, les pays démocratiques, on ne voit pas ce genre de manifestations. On n'entend même pas des gens menacer ou faire ceci ou cela. Il faudrait que nous aussi, nous amenions notre démocratie, nous pacifions notre démocratie jusqu'à ce qu'on n'ait pas des gens qui se lèvent dans un esprit de rébellion, etc., etc. Non, il faudrait qu'on arrête cela. Surtout que nous connaissons que dans nos pays, il y a toujours l'ethnicisation qui parfois peut aller à outrance. Et il ne faudrait pas que, comme disait l'autre, que les siens viennent ici à Cotonou et puissent mettre la pagaille ici. Donc il faudrait qu'on arrête toutes ces choses-là et qu'on sache que nous avons une constitution, nous avons des institutions et que c'est à travers ces institutions qu'il faut mener le débat. Laurent Delors-Faton, la question de la paix, petitement, les devoirs commencent par s'élever, demandant à ce que chacun cultive la paix. C'est désormais un impératif. Comme le disait l'autre, la paix n'est pas un vrai mot, mais un comportement. Il faut avoir un comportement démocratique dans un pays démocratique pour assurer la paix. Il n'y a pas deux choses à vouloir. C'est parce que de jour en jour, on sent que les comportements démocratiques disparaissent progressivement. On sent que progressivement, on essaie de restreindre les libertés. Et partout où il y a restriction de liberté, il y a la violence qui gêne à l'intérieur des gens. Et quand les gens n'ont pas les possibilités d'exprimer librement en tant que citoyens, ils trouvent des voies de détour. Et c'est parce qu'on constate que les gens commençaient par se sentir mal à l'aise, commençaient par ne plus avoir accès à toute leur liberté qu'on craint. Et la tension, elle est vive. Tout à l'heure, de l'injustice, il y a un sentiment d'injustice. Partout où il y a injustice, il y a toujours de la révolte qui se prépare. Et c'est parce qu'aujourd'hui, la révolte existe partout au Bénin. Même si elle n'a pas encore déclenché, c'est comme s'il ne faut pas que l'élément déclencheur de la révolte arrive. Mais avant même que cet élément n'arrive éventuellement, il faut que les révoltes qui existent, qu'on puisse les atténuer, qu'on puisse rassurer les uns les autres dans ce pays, pour que le seul patrimoine, le seul acquis que nous avons depuis 1990, parce que les acteurs politiques que nous sommes, nous avons été incapables de construire le développement. Mais au moins, conservons cet acquis démocratique que nos aînés nous ont laissé. On saura au moins qu'à défaut d'être meilleurs, on a été quand même à l'image de ceux qui nous ont précédés. Mais aujourd'hui, on sent, et tout le monde le vit au quotidien, qu'on n'est plus en sécurité, on ne sent plus la liberté démocratique qu'on avait au Bénin. Et c'est ça qui inquiète. Et partout au monde entier, on sait. Et l'élément chrysogène que tout le monde connaît, ce sont les élections. Et depuis environ 2 mois, 3 mois, qu'on a annoncé les élections législatives, on sent que la tension monte progressivement dans tous les camps. On sent que le pouvoir est en train de faire de tout bois pour gagner les élections. Vous savez, aujourd'hui, les dossiers qui sont là, que nous connaissons, on a dit on achète des cartes d'électeurs par-ci, on empêche celui-ci de faire ci, on empêche celui de rentrer. Oui, alors ça, on crée un climat d'insécurité, de tension et d'injustice. Oui, affaire, ici, service, poursuite à l'encontre de l'ancien chef de l'État par rapport à ce boulet. Quelle reste, vous, votre plus grande attente par rapport à ce que le gouvernement pourrait faire? Je n'attends rien de ce dossier. C'est un canular, comme l'autre l'a dit. Il connaît bien que c'était un canular parce que c'est lui qui emploie bien le mot canular. C'est de la comédie mal ficelée, mal jouée, par des acteurs mal inspirés. La comédie est terminée. Passons à autre chose. Je pense qu'il faut passer aux choses sérieuses. Merci à vous Delors-Faton, oui, Madame Bago, par rapport à ce dossier et la poursuite contre le chef de l'État, qui à un moment donné aussi a porté plainte contre qui a prononcé son nom pour être poursuivi. Plainte restée sans suite jusqu'à présent. Oui, Monsieur Faton, Monsieur Yitondi, oui, vous savez que évidemment, lorsqu'on écoutait même la criette, je prends un ministre qui était arrivé, où on avait dit qu'il avait plus de l'argent, etc., etc. Et lorsque le ministre est arrivé, l'un des accusés, s'est récusé. Il a dit non, qu'il n'a pas envoyé l'argent, etc., etc. Ouais. Alors, celui-là, par exemple, parce que lui aussi, il a menacé de porter plainte. Il a menacé de porter plainte sur cet ancien ministre-là. Mais lui, au moins, il était arrivé pour parler. On lui a posé des questions comme sachant. Et il a dit, je n'ai jamais pris un franc de qui que ce soit.
Par rapport à la suite de ce dossier, qu'avez-vous envie de dire? On ferme la baraque ou il y a lieu d'essayer une fois encore d'ouvrir la boîte à Pandore? Non, déjà, je crois qu'on aurait même dû terminer avec ce dossier depuis très longtemps. Depuis au moins les premières cours d'assises, on aurait terminé. Votre mot de la fin, le temps est complètement parti? Oui, non, le mot de la fin, qu'est-ce que je vais dire pour finir? C'est que, bon, comme nous l'avons dit, d'ailleurs, on devrait même parler un peu des complots contre Adjavon, dans les journaux. Ah non, on y reviendra. On reviendra. Par rapport au cas ICC Service, oui, je crois que ICC Service, bon, on s'en est sorti. Enfin, je ne sais pas si les spoliés auront tout ce qu'ils méritent, auront tout. Mais bon, on aurait fait beaucoup pour eux. Ça, là, il faut dire la vérité. Merci à vous, Barabé Gbagbo. Merci également à vous, de l'Orfaton, mesdames, messieurs. Et cette affaire ICC Service, pour ce qui est de l'officiel aujourd'hui, on s'en arrête là. On retient que la poursuite n'a pu être entérinée par la Cour. Dans les tout prochains jours, aurions-nous autre chose? Seul l'avenir nous le dira. Nous vous faisons compagnie sur ces citations de La Fontaine. Je le cite, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Bonne suite de méditation chez vous et à très bientôt. Au revoir.